Fabien David. Je suis consultant en sécurité informatique et je vais vous parler de la fraude bancaire. Donc je ne fais pas partie d'une institution financière, mais cependant je suis intervenu à plusieurs reprises dans des missions de sécurité auprès de RSSI. Actuellement, je suis en poste depuis plus de 2 ans auprès d'un RSSI d'une grande banque française. Voilà. Donc, je vais vous présenter cette présentation sera séparée en 2 parties. Le premier qui sera consacré à différentes affaires en fait, de vol massif de numéros de carte bancaire. Et ensuite, on va revenir sur différentes menaces qui sont liées aux distributeurs automatiques de billets et qui ont fait l'objet d'articles sur Internet et dans la presse. Voilà, donc le premier sujet sur les différentes affaires de vol massif de numéros de carte bancaire. Donc il y a eu plusieurs affaires vraiment significatives tout au long de 2009. Alors soit qui ont été découvertes en 2009 et qui avaient été commencées auparavant et qui ont été identifiées ou jugées en 2009. Donc la première fraude dont je vais vous parler, donc ça concerne la RBS WorldPay, donc une filiale américaine de la Royal Bank of Scotland. Sur lequel on a eu une fraude très intéressante de 9 millions de dollars qui ont fait l'objet de retraits dans des distributeurs automatiques de billets. Tout ça avec des cartes clonées, dont auparavant on avait volé des identités bancaires, plus récupéré des codes PIN pour fabriquer ces cartes clonées et pouvoir les utiliser. Et tout ça dans un délai très court. Donc en particulier, je cite ensuite, il y a 280 villes dans 8 pays qui ont été concernées par ces attaques. Dans toutes les villes qui ont été concernées aux États-Unis, tous ces retraits, qui représentent une grosse partie de 9 millions de dollars, ont été faits en seulement 30 minutes. Donc c'est une organisation quasiment militaire qui a derrière tout cela, avec un réseau de mules en fait. Donc les retraits aux distributeurs automatiques de billets n'ont pas été faits justement par les cerveaux de cette organisation, mais il y a un réseau de mules qui a été mis en place pour justement prendre les risques à leur place et aller dans les différents distributeurs de billets, dans les différentes villes pour disperser aussi le risque dans différents pays. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que habituellement, vous avez quand même des plafonds de retrait sur les cartes bancaires. Lors de cette attaque, en fait, des numéros de cartes bancaires avaient été récupérés sur des serveurs par des attaques de type SQL injection. Il y a également eu des accès aux bases de données qui permettent de reprogrammer les plafonds de retrait. Donc, en fait, ces plafonds avaient été mis à un niveau tel, en fait, que chaque mule, en fait, pouvait faire des retraits sur retrait jusqu'à vider l'ensemble du contenu du distributeur de billets. Voilà, donc vous voyez 280 villes dans 8 pays, ça signifie un réseau de mules très très important, certainement supérieur à 300 personnes. Donc les mules, donc c'est les personnes dont je vais expliquer ce que c'était tout à l'heure. Et donc c'est certainement une opération qui a dû être menée sur plusieurs mois pour organiser un tel réseau et mettre en place la procédure pour donner le top et dire qu'en 30 minutes, vous devez vider un distributeur et ensuite partir très vite. Donc l'enquête a identifié plusieurs choses. Donc il y a 4 hommes, donc tous dans la trentaine, un petit peu moins, donc qui ont été identifiés comme à l'origine de cela. Ça s'est passé donc à la fin de l'année dernière. Tous originaires en fait en Europe de l'Est. Il faut savoir en fait que ces différentes mules ont été rémunérées suite aux auditions. On a pris cette information jusqu'à 30 à 50% des sommes retirées. Donc, sachant qu'il y a quand même des personnes qui sont un petit peu dans le besoin, lorsqu'on leur propose des choses comme ça, qui reçoivent un spam par Internet, c'est vrai qu'il y a des personnes qui hésitent ou qui passent à l'action et qui n'hésitent pas. Voilà. Donc cette intrusion, en fait, l'enquête a révélé qu'elle avait été couplée avec un vol des numéros de carte bancaire très importants, enfin assez importants, de 1,5 numéros de carte bancaire, avec également des codes PIN et d'autres informations de type numéro de sécurité sociale et d'autres informations nominatives.
Cependant, l'intrusion n'a pas suffi. Ça a été un petit peu plus compliqué que ça, parce qu'en fait, l'ensemble des codes PIN étaient stockés dans des bases de données sécurisées, et ces codes PIN étaient chiffrés. Donc il y a eu un moyen qui a été mis en place. Il y a des opérations, des méthodes de reverse engineering qui ont été mis en place, exécutées en fait, pour pouvoir déchiffrer ces codes PIN et les rendre utilisables et cloner ces cartes bancaires. Donc le plafond, j'en ai parlé. Et également, vu que les personnes, les cerveaux avaient accès à ces réseaux, ils ont pu superviser en temps réel en fait l'opération de retrait dans les 30 minutes directement à partir du réseau de cette société. Voilà. Je pense à la fraude suivante. Donc c'est celle-ci dont je voulais vous parler, qui est beaucoup plus proche de nous. C'est une fraude assez massive qui se situait en Espagne. Donc c'est assez récent, c'est quelque chose qui s'est passé en octobre 2009. Plusieurs banques européennes en fait, ont repéré de nombreux retraits frauduleux et également beaucoup de paiements frauduleux. Les retraits frauduleux étaient tous concentrés sur des distributeurs de billets en Espagne. Les pays touchés donc, sont essentiellement européens. L'Allemagne a été la plus touchée. Mais également des pays nordiques tels que la Suède, la Finlande ou également l'Autriche ont été assez touchés. Donc l'ordre de grandeur, c'est environ 100 000 cartes qui ont dû être rééditées pour des clients allemands, en tout cas par banque, enfin pour une banque. La Suède, Finlande, Autriche, c'était plutôt de l'ordre de 10 000 cartes en fait, par pays. Donc en novembre, Visa s'est réveillé et a commencé à alerter l'ensemble des banques européennes, plus particulièrement, pour signifier justement qu'il y avait un vol probable de ces numéros de carte bleue qui était en place. La recommandation de Visa a été de la réédition de toutes les cartes bancaires des clients qui n'avaient des cartes bancaires qu'avec des bandes magnétiques, donc qui étaient facilement utilisables à l'étranger. La France a été assez peu touchée, donc c'est quelque chose qui a été assez peu évoqué dans la presse française. Voilà. Il y a assez peu d'informations disponibles, l'investigation est en cours. Et l'origine de ce sinistre, de ce vol de données n'est toujours pas connue à ce jour. On suppose en fait que c'est dû à un prestataire de service ou un opérateur de communication qui sera en faute ou qui aurait été piraté et qui sous-traitait certainement des services auprès d'une institut financière en Espagne. Ensuite, la troisième et la dernière fraude dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc c'est la fraude la plus importante qui a été identifiée fin 2008, je me crois me rappeler, et dont les personnes ont été jugées en 2009. Donc c'est des intrusions dans les systèmes informatiques d'un opérateur qui s'appelle Heartland. Donc on parle couramment d'affaires Heartland, et également de différentes chaînes de supermarchés, et également d'autres, j'ai pas mis la liste, mais il y a beaucoup de sociétés américaines qui ont fait l'objet de ces attaques et de ces fraudes. Je pensais l'avoir mis. Donc ça concerne une fraude à 130 millions de numéros de cartes bancaires. Cette fraude a pu avoir lieu par l'installation d'un malware suite à une attaque de type SQL injection dans une base de données. Un malware a été installé, activé, et il permettait en fait de regarder ce qui transitait sur les réseaux et d'intercepter l'ensemble des transactions de cartes bancaires avant leur encodage. Donc en fait, le malware voyait passer tout en clair. Cette activité a pu avoir lieu d'octobre 2006 à mai 2008, ce qui est une période quand même relativement longue sans qu'on s'aperçoive de rien. Et les hackers donc ont pu avoir accès à ces 330 millions de cartes bancaires qu'ils ont pu mettre en revente sur les marchés parallèles. Sachant qu'une carte bancaire, en moyenne, sur ces réseaux parallèles, peut être vendue de 10 à 100 $ en fonction des pays, en fonction de différentes choses, et du niveau de données nominatives que l'on peut associer à ces différentes cartes. Donc je reviens sur le coupable de cette opération très significative de 2009. Donc c'est un certain Albert González, originaire installé à Miami, en fait, qui a fait la une de la presse américaine et européenne courant 2009. Je reviens dessus
simplement parce qu'il a un parcours assez impressionnant. Donc il a été arrêté une première fois en 2003 à New York, suite à différentes intrusions dans des systèmes informatiques. Il est contacté en fait par le FBI, qui lui propose en fait de ne pas aller en prison, mais de devenir un informateur pour le FBI, pour pouvoir être capable d'identifier les différents hackers et acteurs des cybercrimes. Donc il permet au FBI, effectivement, il joue bien son rôle, d'identifier 28 hackers. Par contre, le FBI sait que certaines personnes sont sur le territoire américain, mais n'arrive pas à les arrêter et commence à penser, au bout d'un certain nombre d'affaires, que cette personne a repris contact et alerte ces personnes avant leur arrestation. En mai 2008, donc il est sous surveillance suite à ses suspicions, et il est identifié justement dans le rôle d'une autre intrusion, qui est l'affaire TJX, qui était la fraude record de l'année 2006, où on parlait déjà de 40 millions de numéros de carte bancaire piratés. Et en mai 2008, donc, il est arrêté, sachant que la fraude Heartland aux USA donc, a eu lieu jusqu'en avril 2008, donc il était en train d'opérer donc cette nouvelle fraude-là. Donc, la mi-2009, l'enquête se poursuit. La police découvre qu'il est à nouveau impliqué dans cette deuxième intrusion et vol de numéros de carte bancaire. Donc, ça joue le rôle d'une deuxième série d'inculpations et il risque 35 ans de prison au minimum d'après tous les médias. Voilà. Donc, voici pour ce retour sur les faits marquants de vol de numéros de carte bancaire sur 2009. Maintenant, je vais vous parler d'un autre type de fraude qui sont liés aux distributeurs automatiques de billets, donc DAB, distributeurs automatiques de billets. Donc en 2009, en milieu d'année à peu près, l'ENISA a publié un rapport assez inquiétant. Donc l'ENISA, c'est l'agence européenne chargée de la sécurité et des réseaux et de l'information auprès des différents membres de l'Union européenne. Ce rapport fait état de pertes collectives dues à des fraudes liées uniquement aux distributeurs automatiques de billets très importantes. Donc, pertes collectives de 485 millions d'euros en 2008 en Europe, plus de 12 000 attaques déclarées sur cette même année 2008. 75% des fraudes, donc ça c'est une information intéressante, ont lieu en fait en dehors du pays où la carte a été délivrée. Donc, par exemple, si on vous vole votre carte française, il y a beaucoup de chances qu'elle soit réutilisée si votre numéro de carte a été vendu dans un autre pays. Et la plupart justement des fraudes sont utilisées avec des cartes falsifiées ou clonées uniquement dans des pays où les distributeurs ne savent pas lire encore ces fameuses puces qui sont sur vos cartes bancaires un petit peu plus sécurisées que l'on a en France, mais qui sont uniquement basées sur les bandes magnétiques, et en particulier l'Espagne. Par contre, l'ENISA rappelle quelque chose d'intéressant, c'est que les distributeurs utilisent de plus souvent des systèmes d'exploitation du commerce et du matériel standard qui s'appuie de plus en plus sur des réseaux TCP/IP. Donc auparavant, on avait des systèmes propriétaires, des systèmes d'exploitation embarqués il y a très longtemps. Les réseaux étaient plutôt sur X25. La conséquence de tout ça, c'est que tous ces distributeurs de billets sont de plus en plus vulnérables à ce qu'on trouve sur nos postes personnels, donc les virus, les malwares. Voilà. Sachant que ces distributeurs, évidemment, il faut avoir une même gestion qu'un système informatique d'entreprise pour qu'il soit sécurisé. Donc des mises à jour régulières, des antivirus performants. Voilà, donc il faut des liens réseau qui puissent supporter tout ça également, sachant qu'ils peuvent être très isolés. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous parler en fait du fait d'une nouvelle vulnérabilité, d'une nouvelle menace en fait qui est apparue en 2009 et qui cible justement ces distributeurs automatiques de billets. En mars 2009, Sophos a identifié un malware spécifique développé uniquement pour attaquer des distributeurs de billets. En mai 2009, ça a été confirmé en fait par une autre société Trustware, qui est une société américaine. Donc, ce malware en fait était uniquement adapté pour certaines marques et certains types de distributeurs automatiques de billets. Des inspections ont eu lieu, des audits ont eu lieu pour voir l'ampleur en fait de ce nouveau virus qui n'était pas connu jusqu'à présent
Et les résultats ont démontré qu'il s'était très localisé en Europe de l'Est, uniquement en Russie et en Ukraine. Et on a une explication, on verra par la suite, lors de ces inspections. L'industriel, donc, effectivement a créé un correctif et a demandé à alerter ses clients pour appliquer ce correctif le plus vite possible. Les caractéristiques de ce malware sont assez intéressantes. Une fois activé, donc une fois qu'il est introduit dans le système, on verra comment un petit peu plus tard, dans la slide suivante, on ajoute un code en fait, dans le processus en mémoire pour récupérer des informations sur les transactions qui passent entre le distributeur et le siège en fait, de la banque. Toutes les données nécessaires pour cloner une carte bancaire sont récupérées, donc le numéro de carte bancaire, le code PIN. Le malware a fait l'objet de plusieurs évolutions, donc il s'est amélioré au fur et à mesure. Et au fur et à mesure, il était de plus en plus efficace. Donc, il filtrait uniquement, au bout d'un certain temps, les transactions valides, donc qui aboutissaient. Et ensuite, il a filtré uniquement les transactions qui étaient en devise russe, ukrainienne ou américaine. Donc, c'était une installation coup par coup. Il n'y avait pas de propagation sur les réseaux de ce malware. Donc, c'est pour ça que ça a été relativement limité. Finalement, il a été identifié assez rapidement, ce qui fait qu'il n'a pas eu le temps également d'être propagé un petit peu partout. Il était prévu d'être utilisé par un réseau de nul également, donc toujours pour éviter d'avoir à prendre des risques. Et il était vraiment très élaboré, parce qu'en fait, pour récupérer ces listings, donc il pouvait rester quelques mois sans aucune visibilité qu'un système était corrompu. On pouvait, à l'aide d'une carte de maintenance qui était confiée à la mule, activer un nouveau menu, demander l'impression de tout le fichier qui était stocké localement sur le distributeur de billets et obtenir l'ensemble des numéros les numéros de carte bancaire volés ainsi que les codes PIN. Et je finis simplement avec ceci en disant que ces informations étaient même chiffrées pour que les mules ne puissent pas directement réutiliser ces données ou ne puissent les revendre. Donc uniquement le cerveau d'opération avait cette clé de déchiffrement. Voilà.